Parfois, tout me revient. L'hôtel, les années 20. Comme si j'avais vécu d'autres vies, d'autres fins. La distance se fait lien entre nos solitudes, transforme l'air de rien, nos impasses en avenue. C'était pas pire avant, c'est pas mieux maintenant. Notre empire est vaincu, il reste nos champs, nos rues. Ne cherche pas le coupable, le fil de ta mémoire s'est rompu sans la ruse de l'histoire qui nous lie aux excuses. La vie est comme une bobine de fil. Plus on tire dessus, plus elle tourne vite. La vie, elle est comme ça. Plus les années passent, plus ça passe vite. « 1989 » Année de ma naissance sur la planète Terre. Foyer d'une humanité multiculturelle logée au creux de paysages somptueux, gorgés de vie. J'ai grandi dans les années 90, bercé par les génériques des dessins animés de mon enfance, l'essor des jeux vidéo et surtout les jeux dans le village avec les copains. Pourtant, en une trentaine d'années, j'ai vu le monde autour de moi changer, la société évoluer. L'innocence de l'enfance a laissé la place à la réalité, aux crises politiques, guerres, attentats, sentiments d'insécurité de plus en plus croissants. La technologie est devenue omniprésente, rendant les gens artificiellement connectés. La pollution est au cœur des enjeux pour les générations à venir. Le tournant de mon enfance a été sans conteste l'affaire Dutroux, fait tragique qui aura eu un impact durable dans les habitudes des gens, des parents. La tranquillité avait disparu, laissant la place à la paranoïa, à la méfiance et à la peur de l'étranger. J'ai souvent le sentiment que le monde est proche de son point de rupture. Est-ce une perception propre à ma génération ou à moi-même ? Qu'en pensent les autres ? Perçoivent-ils le monde différemment ? J'ai parcouru la Belgique francophone à la rencontre de citoyens issus de générations différentes afin de comprendre comment ceux-ci percevaient le monde dans lequel ils vivaient. Moi, je pense que j'ai eu 3 vies. La vie d'avant la guerre, la vie pendant la guerre, et puis ma vie de jeune fille, ma vie de mariée, ma vie d'activité avec mon mari, et puis ma vieillesse, ben, elle se passe bien. Mais dans le monde entier, il y a eu beaucoup de bouleversements par les guerres, surtout par les guerres. Et alors, la révolution technique qui a été extraordinaire depuis ma naissance. Quand on pense qu'à ce moment-là, quand je suis née, on ne pensait jamais qu'on aurait été sur la Lune. Et maintenant, c'est une réalité. Et c'est même plus une exception. Tout le monde peut... Il y a même des étrangers qui peuvent se payer le luxe d'aller sur la Lune. Ordinairement, je suis zen, je ne m'effraie de rien parce qu'il n'y a pas d'avance. Quand on voit la vie actuelle, je suis assez triste parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde, tellement de malheurs, tellement de catastrophes. Et moi, je trouve que je suis une privilégiée parce que tout d'abord, je mange à ma faim, je suis logée, chauffée, je suis très bien, je m'estime
je m'estime gâtée par la vie jusque maintenant. Mais je plains les jeunes parce que je n'entrevois pas de bonnes choses pour les jeunes. Avec tout le bouleversement qu'il y a politique, économique. Ma vision de la vie, je pense qu'il faut la voir gaie, la vivre pleinement, ce que moi j'ai des difficultés à faire, n'empêche. La vie, pour moi, c'est la famille en priorité, c'est la joie, c'est des retrouvailles, c'est la fête. La vision de la vie, c'est... pour moi, c'est ça. Elle doit être joyeuse. Savoir passer les épreuves de la vie en faisant de son mieux. Je respecte aussi tout ce qui est les instructions. Enfin bon, je fais de mieux pour apporter à quiconque la justice, aider le monde pour qu'il soit meilleur. C'est un peu le but de ma vie. Parfois je suis déçue parce que je retombe de haut, ça c'est certain. Et puis dans ces moments-là, je suis dans le creux de la vague et il faut remonter parce que bon, on n'est pas seul et il faut avancer. Voilà ma vision de la vie. C'est qu'elle devient de plus en plus compliquée. J'avoue que s'il fallait recommencer ma vie à partir de maintenant, je ne serais pas enchantée. Je ne serais pas enchantée parce que je trouve que le monde devient de plus en plus tordu, agressif. Les nouvelles technologies devaient nous rendre service, mais plus ça va et plus je me demande si elles ne nous desservent pas plus qu'elles ne nous servent. Quand on voit les ravages, par exemple, des harcèlements sur les réseaux sociaux, les espionnages divers, toutes les dérives qui accompagnent Internet, je pense franchement qu'on n'était pas plus mal avant. Même si on n'avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, le monde était plus humain, tout simplement. C'est assez particulier parce que je suis au bout de ma vie, enfin au bout de ma vie professionnelle. Donc ça fait un mois que je suis pensionné et la vie, pour moi, elle est faite, elle est derrière moi. Hein. Faut pas se leurrer. Il me reste plus que les années devant moi, combien je sais pas. Voilà, la vie en général, on fait les études, on trouve un travail, et puis maison, enfant, mariage, tout ça, ça défile, et puis on attend la pension, et quand la pension arrive, tout est défilé, quoi. Voilà, le film est fini. Ma vision de la vie, c'est que je suis sur Terre pour transmettre des choses que j'ai apprises, pour aimer, être aimé. Voilà. J'ai une vision fort positive de la vie. Je pense qu'elle mérite d'être vécue, qu'il y a du positif dans chaque situation et que si on se laisse abattre par le négatif, on ne profite pas. On ne profite pas des bons moments qu'offre la vie, justement. Et donc, pour moi, le but est toujours d'aller de l'avant et de profiter de chaque instant, même s'il y en a des moins bons. La vision que je peux avoir de la vie maintenant, je pense que je la vis pleinement et j'espère que tout le monde la vit aussi fort et intensément. J'ai pas vraiment une vision de la vie.
j'avance comme j'avance, je me lève parce que je me lève et j'ai pas d'objectif particulier et je pense pas qu'il y a par exemple spécialement une divinité, un dieu ou quelque chose de ce style, même si parfois ça fait du bien de le penser et donc je pense pas qu'il y a un ordre établi. J'essaye d'être de manière générale correct avec les gens et je pense que c'est ça l'objectif de la vie quoi. Mais pour moi c'est ça. Donc, voilà. C'est très philosophique comme question. Ma vision de la vie, ça dépend hein, des jours déjà, parce que bon, il y a des jours où on voit pas la vie de la même manière que d'autres. Ma vision de la vie, moi je me sens bien dans ma vie, je la trouve chouette. Après, comme tout le monde, chacun a ses difficultés, donc en fait c'est vraiment sur l'instant même, je le vis au jour le jour et j'appréhende la vie quand elle vient par rapport aux événements qui arrivent. Après, j'essaie toujours d'être optimiste, même si aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, je trouve, d'être optimiste, avoir une belle vision de la vie, que ce soit au niveau politique, environnemental ou social, simplement. Donc, par rapport à, on va en parler forcément, c'est à la crise Covid, crise sanitaire qu'on a eue, qui a chamboulé pas mal de choses et qui remettait en question beaucoup de perspectives. J'aurais pas voulu être il y a 100 ans, enfin j'aime bien la vie ici, c'est plus moderne on va dire. Oh, je n'avais pas de jeu spécifique, mais en retournant de l'école, quand il y avait de la neige, on faisait des bonhommes de neige, ou bien on s'étalait dans la neige. C'était notre grande récréation en hiver. Papa nous avait fait des traîneaux qu'on appelait des chalettes. Il était assez bricoleur. Et alors, notre maison était située au-dessus d'une côte. Et il y avait des terrains qui étaient propices à descendre avec les traîneaux. Et c'était un grand jeu. En hiver, c'était notre grand jeu. Ou bien quand il y a eu des inondations, après en hiver et que c'était gelé, il y avait des mares dans les prairies, on allait glisser sur les mares. Nous avons même traversé la Hante, c'est la rivière qui traverse notre village. Nous avons traversé la Hante à pied puisque c'était gelé. Alors, qu'est-ce qu'on s'amusait? Moi, j'avais 2 grands frères. Le frère aîné était assez studieux, il était toujours dans ses livres. Mais mon second frère, c'était l'as des as. Et avec moi, on faisait une fameuse paire de garnements. On a fait les 400 coups avec mon frère. Je me souviens une fois, on était rentrés, parce qu'à l'époque de la fenaison, mes parents allaient travailler et bien souvent, ils ne rentraient pas vraiment à l'heure de midi. Et nous, quand rentrions, il n'y avait personne dans la maison, on en profitait pour aller cueillir des cerises, pour aller cueillir des prunes. Il y avait des prunes qu'on appelait les prunes doux, donc elles étaient mûres assez vite. Et avec mon frère, on était grimpé dans la haie, on avait monté presque sur le prunier, on s'était goinfré de prunes. Mais alors, le lendemain, on n'a pas su aller à l'école. Devinez pourquoi. Dans les jeux, j'avais une petite cousine qui était française et qui habitait à Lille et elle n'était pas en bonne santé parce qu'elle habitait à côté d'une grande usine de produits chimiques. Alors elle venait passer ses vacances chez nous. Et en France, ils retournaient seulement à l'école au mois d'octobre. Nous, c'était au mois de septembre. Ça fait que pendant le mois de septembre, elle était presque seule. Elle ne venait pas avec moi à l'école. Avec elle, on faisait des petites maisons. On allait chercher des petites tasses chez nous. On faisait sa petite popote. Et figurez-vous, pour être on était coquettes. Et pour être coquette, on grattait 2 briques. Et ça se faisait de la poudre rouge. Et alors, on se mettait de la poudre de riz. Alors, mon frère aîné ne participait jamais à rien parce qu'il était toujours dans ses livres, il était studieux. Mais avec mon autre frère, c'était tous les jouets que je me souvienne, il n'y en a pas un qui a résisté entre ses mains. C'était un casse-tout. Qu'est-ce que je lui en ai voulu? Maman avait une belle poupée qu'elle cachait dans une garde-robe.
une belle poupée avec la figure en porcelaine, et elle est habillée en matelote. Eh bien, mon frère a réussi à tout dépecer, à tout casser. Et ça, maman lui en a voulu. Il a même reçu une fessée. Parce qu'on donnait encore des fessées à ce temps-là. Dans la jeunesse, mais voilà, après, après l'école, c'est une autre affaire. C'était la jeunesse. À ce temps-là, c'était les bals populaires, les bals en plein air. Et moi, j'étais rapidement amoureuse. Le premier gamin qui m'approchait pour danser, j'étais amoureuse de lui. Si après c'était un autre, j'étais amoureuse de lui. J'étais amoureuse de tous les garçons qui venaient me chercher pour aller danser. Et à l'Éducace, on s'amusait très bien, on se réunissait toujours. Et alors on faisait tous les cafés. Et pour ne pas toujours boire, les garçons offraient à boire, mais eux, ils buvaient. Mais les filles, elles recevaient soit une barre de chocolat, soit un gros, un gros gâteau, pour ne pas toujours boire. Voilà. Mais on s'amusait très bien avec toute la jeunesse du village, même des villages extérieurs, parce que nous avions chaque village avait sa jeunesse, sa fête populaire, sa Ducasse. Alors on allait à Ducasse ailleurs, voilà. Mais là, parfois on y allait à pied. Parfois papa nous emmenait à la Ducasse parce que c'était un musicien et il faisait partie de la fanfare de Ranly. Il voulait bien nous emmener à la Ducasse parce qu'en général, les Ducasses se faisaient à plein air et il y avait toujours comment est-ce qu'on dit ça, les musiques interprétaient, les fanfares interprétaient des musiques, des airs, et papa aimait bien d'écouter des fanfares d'ailleurs. Alors après, il se permettait 1 heure ou 2 de rester pour nous accompagner, mais à minuit, il fallait retourner. Hein. C'était comme ça. Et le lendemain matin, il fallait se lever pour aller traire. Nous étions fermiers, je n'ai pas encore dit ça. Nous étions fermiers. Évidemment, là, ici, on n'avait pas tout ce qui était électronique. Pendant des années, on pouvait se permettre de jouer dans la rue parce qu'il n'y avait aucun prédateur. On était libre, il y avait une liberté extraordinaire comme enfant. Mes parents m'ont toujours laissé aller jouer dans le quartier. Il y avait moins de voitures. Mais bon, quand il pleuvait, on jouait avec des jeux de société, on jouait à la poupée, puisque j'étais une fille, évidemment, à cette époque-là, il n'était pas question non plus. Enfin, si, j'aurais pu jouer avec mon frère, parce que j'avais un frère et une sœur. Il est vrai qu'on a joué aux cow-boys et aux indiens avec ces petits soldats, enfin, des choses comme ça. Mais on jouait des jeux de société. S'il pleuvait, on allait promener, on allait à la chasse aux escargots, on pouvait jouer dans la rue. Je vous dis, il y a des époques où on jouait au badminton des heures entières l'été sans être dérangé par une voiture. C'était le soir, on était tranquille, c'était une belle époque. Mais sinon, à quoi est-ce qu'on jouait? Dès que possible, comme je l'ai dit, j'étais dehors. Donc c'était du vélo, du patin à roulettes, du ballon, du jokari. Je me rappelle du jokari. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui savent encore ce que c'est, mais c'était une espèce de bloc en bois assez lourd, relié par un élastique à une balle de tennis, et ça nous permettait de jouer un peu au tennis seul, si on veut. Ça, c'était un jeu que j'adorais. Mais sinon, j'étais très régulièrement chez les enfants du quartier. Il y en avait plusieurs et on se retrouvait très souvent. Et il n'y avait pas de crainte particulière. C'est-à-dire que du moment que je disais où j'étais et du moment que je savais qu'il fallait que je sois rentré à l'heure, pour le reste, les parents n'étaient pas aux aguets comme ils doivent l'être aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir.
quand mes enfants étaient petits, même ici à la campagne, on avait peur de les perdre de vue, ne serait-ce qu'une demi-heure. Moi je me rappelle, on sortait de l'affaire du trou. Ça n'a plus jamais été comme avant après ça. Ça a été un traumatisme. Et même mes enfants aujourd'hui n'ont plus la même tranquillité avec leurs propres enfants que nos parents avaient avec nous. On se sentait libre et en sécurité. Pourtant, je n'habitais pas la campagne étant gamine, puisque je suis issue de Charleroi, donc j'ai grandi à Marcinelle, très exactement. Mais même à l'époque, même là-bas, on était tranquille, on jouait en toute innocence, et jamais il n'y a eu la moindre crainte sur ce qui risquait de nous arriver. On n'y pensait pas, et nos parents non plus. Ça a été un privilège de pouvoir avoir une enfance comme celle-là. Vraiment un privilège. De manière générale, on jouait dans la rue, on jouait dans les pachis, on jouait à la marotte, on allait glaner des fruits à gauche à droite dans les vergers, on allait dans les ruisseaux, pêcher des oeillérons, on allait à l'eau noire avec des bouteilles transparentes blanches, je m'en souviens. On cassait le cul de la bouteille, on mettait un fil en fer et on essayait de pêcher des petits poissons. Voilà, on s'amusait, on jouait dans les marais, on allait dans le bois. Voilà quoi, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant à cette époque-ci. On n'était pas livré à soi-même, on était libre de faire ce qu'on voulait, comme on voulait. Voilà quoi, on avait des jeux simples, cow-boy indien, voilà quoi. Toute cette génération qui vivait dans la rue, qui n'avait pas de peur, d'insécurité. C'était une belle vie. Alors en dehors de l'école, mon temps était occupé par le conservatoire, où j'apprenais le solfège, j'ai fait tout mon solfège. Et alors j'apprenais aussi 2 instruments de musique. Et en dehors de ça, je dirais qu'il y avait aussi les scouts à la citadelle, à Namur. Et il y avait aussi un petit peu de sport, genre course à pied ou badminton, mais peu. Un peu de natation dans les jeunes années avec mes frères et sœurs pour qu'on puisse tous apprendre à nager. C'était un souci de mes parents. Et alors, dans le quartier où j'habitais à Ouépion, jouer avec les voisins, faire des constructions de cabanes, utiliser des branches que papa avait coupées sur les arbustes de la haie pour faire des constructions, des camps avec des trésors, avec des codes secrets, avec toutes sortes de choses comme ça, quoi. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait l'extérieur, donc tous mes jeux, les jeux principaux étaient orientés sur des jeux extérieurs, essentiellement tout ce qui touchait au vélo. J'ai eu des vélos dès mon plus jeune âge et j'ai continué jusque très tard à faire du vélo. J'ai même fait de la compétition. Donc c'était vraiment ça mon jeu de prédilection, mais toujours à l'extérieur. On jouait énormément dehors. Dès qu'on rentrait, on déposait nos cartables et on allait dans la rue, on allait voir le petit voisin et on jouait tous ensemble. On était une bonne bande, on était allés une dizaine dans la rue, allés à 4-5 ans près de tous âges confondus. Et on jouait extrêmement dehors, on allait dans les bois, on allait dans les prés. C'était beaucoup dehors, on était rarement à l'intérieur en fait. On jouait beaucoup, on avait nos vélos, nos rollers, on avait des skateboards, ce genre de choses. On jouait dans les bacs à sable, balançoires. On pouvait jouer sur la rue, c'était ça qui était bien. Quand on allait en vélo, je me souviens, on mettait même des cônes au milieu de la rue, on se faisait des slaloms en roller, ce que je crois que maintenant, on ne saurait plus faire.
On jouait beaucoup à l'extérieur, hein. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'avais beaucoup d'amis dans le village, on jouait beaucoup dehors, à toutes sortes de jeux, hein. Donc, on prenait nos vélos, on jouait au tennis, au football, etc. Et essentiellement, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de vélo, on faisait beaucoup de football aussi. Et alors, chez moi, quand j'étais tout seul, ou avec mes frères, on jouait beaucoup au Lego ou au Playmobil, par exemple, ce genre de jeu. J'ai eu beaucoup plus tard des jeux vidéo, comme je crois que la première console de jeu que j'ai eue, c'était la Super Nintendo à 15 ans, donc, et puis la PlayStation 2, donc j'ai beaucoup joué effectivement au Lego et à l'extérieur, voilà. Oh, il fut un temps, je jouais à la DS, mais j'ai jamais trop été jeu vidéo à part la DS où je jouais quand même. Sinon, c'était jouer beaucoup dehors avec mon frère. On jouait beaucoup à la guerre, on avait nos fusils, enfin vraiment comme des gamins. À l'époque d'ailleurs, c'est assez triste, j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup encore aujourd'hui. Peut-être la faute aux nouvelles technologies, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bien, c'était mes meilleurs moments, je m'en souviens. C'est laisser parler l'imagination. C'était beaucoup ça qui me plaisait. Jeux de société, j'ai déjà joué, mais j'ai jamais été non plus un fervent admirateur des jeux de société, à part le Uno, les jeux classiques qui jouent assez facilement et qui sont ludiques, ça passe quoi. Donc, sinon, quoi d'autre je jouais? Comme je disais, j'avais pas de PlayStation, j'avais pas tout ça, j'ai jamais été attiré par tout ça. Si j'allais chez un pote une fois y jouer 2-3 heures, j'étais hyper content, mais au bout de 3-4 heures, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça sera quelque chose que j'ai fait? Et du coup, j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps, et pourtant je me t'amusais, hein, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps pendant ces 2-3 heures au final, quand j'y réfléchissais. J'aimais bien lire, j'aime toujours bien lire, c'était beaucoup de la musique, c'était plus dans autre chose que jouer en lui-même que je faisais en fait. Donc, plutôt les écrans. La PS4, le téléphone, la tablette, l'ordinateur, c'est un peu de tout, hein. C'était le départ pour la guerre, le départ pour l'évacuation. Parce que mes parents, ils avaient une sainte horreur de la guerre, bien sûr, et on a dû évacuer. Papa trouvait que c'était plus sûr de partir, parce que à la guerre 14, quand les Allemands sont partis, ils se sont amusés, si on peut dire, à tuer beaucoup de gens dans les villages, n'importe qui. Et quand il y avait une petite... si la résistance avait tué un Allemand, on réquisitionnait une 50aine de personnes et on les tuait dans le village, hein. Alors papa avait peur de ces atrocités-là. Et je vois encore le jour où nous sommes partis. J'avais 3 ans. Et maman m'habillait et il y avait un chariot attelé avec un cheval. Et nous, c'était la fête. Moi, avec mes frères, c'était la fête. On nous avait mis sur le chariot au-dessus d'un matelas. Enfin, il y avait de provisions, il y avait de tout, hein. Et alors, à côté, ma grand-mère habitait à côté et ma tante qui habitait Bruxelles était revenue parce que son mari était militaire, donc il devait participer à la guerre. Et donc, c'était ma tante et ma marraine. Ils pleuraient tous les deux. Et nous, on partait joyeux et eux pleuraient de nous voir partir. Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Et pendant la guerre, pendant l'évacuation aussi, papa était prévoyant. Il avait toujours un coupe-fil avec lui. Alors, pour pouvoir s'écarter, la nuit, à la guerre comme à la guerre, il coupait les fils et on s'écartait dans une prairie. Et bien souvent, on trouvait un hangar ou bien un abri et on passait la nuit comme ça. Et ça nous a sauvé la vie parce que l'aviation pilonnait les gens qui évacuaient parce que ça dérangeait. Il y avait des troupes qui devaient passer, ça dérangeait les troupes. Et alors, l'aviation pilonnait les pauvres gens. Et je me souviens encore, quand on est revenu sur la route,
On voyait des cadavres sur les côtés de la route, même un cheval éventré. Enfin, et maman essayait de me cacher les yeux pour ne pas que je voie, mais je jetais quand même un coup d'œil. On se rendait, moi j'avais 3 ans, je ne me rendais pas vraiment compte de tout ça, mais c'était quand même... Mes parents ne parlaient pas de ça, ne parlaient pas de ça. Mais enfin, nous sommes arrivés jusqu'à Bordeaux, presque à Bordeaux. Et nous avons atterri dans une petite ferme, et il y avait beaucoup de vignes, et le monsieur était parti à la guerre. La dame, elle était seule avec une jeune fille de 16 ans. Alors, comme papa était fermier, il y avait 2 vaches. Maman, c'était rien du tout de traire 2 vaches. Et papa a fait la fenaison, et puis après, il s'est occupé des vignes. Il pulvérisait les vignes, je le vois encore, avec un cheval, un grand tonneau, et pulvérisait les vignes. Et maman, elle avait un tonneau attaché au dos, avec une manette, et elle pulvérisait également, pour aller plus vite. Et ces personnes-là, tous les jours au matin pour déjeuner, ils donnaient une bouteille de vin à papa, à l'ensemble des gens qui étaient là. Et bon, nous, on restait là, la fille était censée nous surveiller, mais quand ils sont rentrés un jour, il paraît que nous étions un petit peu olé olé. On avait goûté à la bouteille. Je pense qu'un sujet marquant de mon enfance, c'était les promenades du dimanche après-midi, où on faisait 1,5 km pour aller à la ferme de mes grands-parents. Moi, j'étais l'aîné de 3 enfants, je marchais, on me faisait marcher le 1,5 km. Quand j'étais fatiguée, je pouvais me mettre sur le landau où mon petit frère était bébé et ma sœur était dans une poussette. Les sujets marquants, c'était souvent qui m'ont marqué, c'était les vacances, parce que petit, on partait déjà, j'avais 3 ans, on partait en voiture dans les Ardennes. Pour nous, c'était toute une aventure. Mon frère était bébé, il y avait les langes, enfin voilà. Et puis un sujet marquant aussi, c'était quand on a installé le chauffage à la maison, et on était dans les années, fin des années 50, le chauffage, la salle de bain. J'ai fait partie d'enfants qui étaient privilégiés, je trouve, à cette époque-là. Je ne me rendais pas compte, évidemment, mais c'est des souvenirs d'enfance qui me restent marqués. Peut-être mes relations avec les gens qui habitaient à proximité de chez moi. Je pense peut-être notamment à des amis de ma grand-mère qui étaient déjà à l'époque âgés, mais chez qui j'ai passé énormément de temps parce qu'on parlait, on évoquait des anecdotes. Eux, du moins, puisque moi j'étais un peu jeune pour parler de la guerre, évidemment, mais eux, ils m'ont beaucoup raconté sur ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, les difficultés. Je me rappelle notamment que la dame en question m'expliquait que sa maman faisait des frites en les cuisant dans de la paraffine. Enfin, c'est fou, on n'arrive pas à s'imaginer, mais elle avait eu aussi un petit garçon qui était né très petit, très petit, il faisait à peine 1 kilo. Et elle m'expliquait qu'elle le nourrissait pratiquement au compte-gouttes. Et pour qu'il ait bien chaud, il était dans une grande boîte à chaussures à côté du poêle. Enfin, c'est des choses qu'on n'imagine plus maintenant, mais moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, oui. Et puis, c'était des gens qui étaient hyper souriants, drôles, accueillants. Et je me souviens que quand j'étais en secondaire, tous les vendredis, quand je rentrais, c'est là que je passais mon après 4 heures, parce que je savais que ma grand-mère y était. Et je buvais une tasse de café. Moi qui ne suis pas fan de café, mais je buvais ma tasse de café. On mange un petit biscuit, comme une petite réunion de vieux, là, sauf que moi j'avais 14-15 ans, quoi.
Mais j'en garde un excellent souvenir, oui. Ça a été... oui, c'est le fait pratiquement le plus marquant de ma jeunesse, c'était ces heures que j'ai passées là, chez ses voisins, toujours de bonne humeur. Ça me changeait un peu de mon entourage, donc ça faisait du bien. Oui, en tout cas, c'est un des plus beaux souvenirs, oui. Je me souviens qu'on jouait, ben justement, on va rebondir là-dessus, dans la rue, dans la grange de la vieille Émilie à Pêche, et on lui coupait son bois, on lui faisait son jardin, voilà quoi. On lui donnait un coup de main et on jouait dans sa grange. Et je me souviens bien qu'à un moment donné, une maman d'un de mes amis est arrivée et nous a annoncé que John Fitzgerald Kennedy s'était fait assassiner et était mort. Ça, c'est un des souvenirs de mon enfance. Voilà, quoi. Je me souviens aussi il y a beaucoup de choses comme souvenirs qui me reviennent à la mémoire quand j'étais, disons, en primaire. Je me souviens de Mexico 68, où on avait une revue avec une écriture assez spéciale de Mexico 68, je la vois encore. Je me souviens des collections de Panini. Et là, c'était les courses cyclistes avec Eddy Merckx en 69. Son premier Tour de France, voilà, tous des événements qui ont marqué toutes les années de ma vie, voilà quoi. Ben, je crois que le souvenir le plus marquant de mon enfance, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait que j'ai eu cette chute quand j'étais en 5e primaire, qui a fait peur à mon entourage plus qu'à moi, dans le sens où moi je ne me suis pas du tout rendu compte de ce qui m'arrivait au moment même, et à l'hôpital, ça s'est pas mal passé. J'ai fait, oui, une longue période après, j'ai fait des cauchemars, mais c'est plus mon entourage qui s'est inquiété du fait que j'étais tombé sur le dos et donc j'avais des vertèbres tassées et tout le monde avait peur que j'ai des séquelles, dans la famille en tout cas, ce qui n'a pas été le cas. Mais oui, peut-être un deuxième événement qui a marqué mon enfance, c'est que mes parents ont décidé d'être famille d'accueil pour des enfants placés par le juge. Et quand j'étais enfant, on a accueilli donc un bébé. Elle est venue, Lydie, à partir du moment où elle avait 1 an. Donc ça devait être début des années 80. Et elle est venue de plus en plus souvent. Et puis finalement, mes parents l'ont adoptée. C'est maintenant ma sœur, quoi. Lors d'un jeu à vélo, j'ai eu une collision frontale avec l'un de mes camarades du patelin où j'habitais. Lui s'est retrouvé avec une commotion et plus de vélo, et moi je me suis retrouvé avec le nez cassé. Donc j'en garde encore des séquelles pour l'instant. Donc je pense que de mon enfance, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je pense que c'est vraiment le fait des jeux avec tous les petits voisins comme ça qu'on allait jouer tous ensemble. Donc on passait de maison en maison et on se retrouvait et allez, quand il y avait de la neige par exemple, ça c'est vraiment les meilleurs souvenirs que je peux avoir. On accrochait toutes nos luges en bois derrière une des voitures. Il y avait toujours un des papas qui se rendait disponible et qui conduisait la voiture. On mettait toutes nos luges les unes à la suite des autres et il nous tirait dans tout le village. On s'amusait à se faire tomber les uns les autres. Enfin, ça c'était vraiment le genre de souvenir qui reste marqué. Je vais peut-être dire, je ne vais pas peut-être parler d'un souvenir particulier, mais je vais parler peut-être d'un souvenir de bien-être. J'étais très heureux dans le village, avec les amis avec lesquels j'étais. Et c'est vraiment, je pense, le souvenir de mon enfance de manière générale est un souvenir heureux, vraiment très heureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un fort sentiment d'appartenance à ce village, parce que j'ai vraiment vécu de bons souvenirs, un souvenir particulier. J'en ai pas vraiment un qui m'a marqué plus qu'un autre. Peut-être si je dois en citer un, c'est un soir
où après une communion qui se faisait tout près de Gonrieux, du village d'où je viens, on est rentré avec mon père le soir, il était 10h du soir, et on a pris les petits chemins. Et mon père m'a expliqué que lui, avec son père, prenait souvent ce chemin-là à pied. Et je me souviens assez bien parce que le ciel était tout à fait dégagé. Et il y avait vraiment un magnifique ciel étoilé. Et je me souvenais de ce chemin avec mon père dans le noir, comme ça, où malgré que j'étais petit, j'avais pas peur parce que j'étais avec mon père et qu'on est revenu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique, quoi. Donc ça renforce le sentiment que j'ai par rapport à mon origine et par rapport à mon village d'appartenance. Plus marquant de mon enfance, c'est... Bon, ça c'est terrible, c'est pas très positif, mais je me souviens quand on était petit avec mon frère, on allait tout le temps chez ma grand-mère et et on jouait tout le temps aux cartes. Bon, ça, voilà, pour en revenir un peu au jeu, on jouait tout le temps aux cartes à la bataille. Et ce qu'on aimait bien faire, c'est lui demander d'aller nous chercher un chocotoff ou un morceau de jambon à l'époque. Et pendant ce temps-là, lui piquait toutes les bonnes cartes, on lui remettait les chinailles comme on les appelait. Et un jour, en revenant, elle est tombée à terre inconsciente. Et nous, on ne savait pas trop quoi faire. Donc heureusement, ma maman est arrivée 10 minutes après. Et au final, après, l'ambulance l'a embarquée, AVC et paralysée d'un côté. Donc ça, c'était, je veux dire, pour une de mes premières blessures familiales, voire la première blessure familiale que j'ai vécue. En tout cas, dont je me souviens et je suis conscient. Donc c'était vraiment ça. Après, c'était pendant 7-8 ans, on visite au home tous les jours, donc avec quelqu'un qui ne parlait plus, qui faisait titi titi titi, et mais toujours bien consciente, hein, toujours avec sa tête, donc, mais qui ne marchait plus non plus. Et ça, c'était pas facile, ça a changé le quotidien du jour au lendemain, quoi. Les chatons, ça m'a vraiment marqué. Quand on a eu des chatons dans notre étable et donc on les a tous adoptés, on a fait un apéro avec. Il y en a qui se cachaient derrière les coussins. L'affaire royale, ça... Il y a eu des émeutes. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé, le roi avait... qu'est-ce que je veux dire? Il n'avait pas voulu entreprendre la guerre, il a dit qu'il voulait rester neutre. Et il a été mal vu par certaines personnes. Il a été fait prisonnier par les Allemands. Il a été bien longtemps prisonnier. Et après la guerre, il est resté en Suisse, je crois. Et alors il s'est posé la question royale. Pendant son absence, son frère aîné, son frère, le second frère, a été nommé régent en attendant. Et alors après, il s'est posé la question de savoir si le roi pouvait revenir ou pas. Et il y avait 2 camps en Belgique, un camp pour le oui, un camp pour le non, au point qu'il y a eu des manifestations, il y a même eu des morts. Et ça m'avait choqué. Enfin, il est quand même revenu, mais il a dû abdiquer quand son fils a eu 21 ans. Et ça, je sais que ce sont des souvenirs qu'on en parlait à l'école, et ça, bon, ça c'est une chose. Après, le Congo, que nous avions, et puis que nous avons perdu en 1960, ça aussi je me souviens parce qu'il y a des gens qui ont fait leur carrière au Congo et qui sont revenus bien souvent avec rien. Ceux qui avaient prévu le coup, ils avaient évalué et évacué leurs biens et bon. Pour moi, c'était le premier pas sur la Lune. C'est le souvenir que je me souviens le plus, qui m'a toujours émerveillée, parce que j'étais déjà intéressée par tout ce qui était voyage lunaire, voyage dans l'espace, etc. Ça, c'est un sujet marquant. J'avais 14 ans et je me rappelle que j'étais à la mer.
j'étais à Coxide et on avait regardé ça à la TV avec mes parents. Et ma famille, c'était le sujet marquant, c'était cela. Je me souviens avoir vu, mais je n'ai plus de certitude quant à l'année, mais en tout cas j'ai vu une des opérations Apollo avec des hommes qui ont marché sur la Lune, mais je ne sais plus si c'est la première fois qu'on a marché sur la Lune, donc en 69 me semble-t-il, il me semble. Mais là j'étais un peu jeune quand même, je n'aurais eu que 5 ans, je pense que j'étais un petit peu plus âgée que ça, mais je me rappelle que mon père regardait en direct des images retransmises de la Lune où des hommes marchaient, et je me souviens notamment de la chute de l'un des cosmonautes pour lequel on a eu un peu peur parce que, évidemment, il avait un peu de mal à se relever avec tout son équipement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et alors, la musique qui accompagnait les retransmissions, qui est très connue, mais qui ne me revient plus à la mémoire, mais c'était une musique qui a frappé mon imagination parce qu'elle était très très bien associée à ce qui allait se passer. Mais cette musique-là, je l'ai encore en tête. Je l'ai encore en tête. Et ce qui me frappait aussi, c'était le petit bip qu'on entendait au cours des conversations entre la Terre et la Lune. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il y avait ce bip à chaque changement d'interlocuteur, mais c'est quelque chose qui s'est imprimé aussi dans mes souvenirs. Et sinon, ce qui m'a... Ah, ben oui, tiens, une fois à l'école primaire, nous sommes allés attendre la reine Fabiola à l'époque, qui venait visiter les éditions Dupuis à Marcinelle, où j'habitais donc. Et oui, je me rappelle lui avoir serré la main. Bon, dans ma tête de petite fille d'école primaire, bah, c'était bien, j'avais serré la main de la reine, ma foi. Et voilà. Et j'ai un autre souvenir aussi, c'est que mon père m'avait emmené aux 6 jours de Charleroi, qui était une épreuve cycliste. Il y avait un vélodrome à Charleroi. Et je me rappelle que Eddy Merckx m'a prise dans ses bras parce que je ne sais par quelles circonstances mon père a réussi à m'y emmener et il m'a prise dans ses bras. Bon. Je ne garde pas un souvenir extraordinaire, mais c'est une image qui me revient de mon enfance. Oui. La mort de Baudouin. La mort de Baudouin Ier. Ça, c'était... parce que j'ai toujours connu Baudouin sur les pièces de monnaie, de francs belges. Je suis philatéliste, je collectionne les timbres, donc on voyait Baudouin un peu partout. J'ai suivi tout son règne, voilà, et ça m'a marqué, quoi. Le décès de Baudouin Ier, c'est la première fois qu'un roi des Belges mourait de mon vivant, quoi. Ça faisait un peu spécial, quoi. Mon père me parlait toujours de Léopold III, avec tout ce qui s'est passé à la guerre avec Léopold III, de Albert Ier, le roi casqué, le roi chevalier. Ben, tout ça parce que je l'ai appris par la philatélie, quoi. Voilà, quoi. C'était un moyen d'accéder à la culture, à la connaissance. C'est vrai que je trouve ça intéressant
de s'intéresser aux événements, par la philatélie notamment, quoi. Parce qu'on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant de consulter, c'était surtout livresque, et voilà, quoi. Je ne sais pas. Dans mon enfance, je ne vois pas d'éléments... Pour moi, le premier élément historique qui m'a vraiment marqué, c'est les avions dans les tours jumelles. Avant ça, un peu la chute du mur de Berlin, un peu, mais j'étais pas très sensible à ça à l'époque. Je m'en suis plus rendu compte après, quand j'ai étudié, parce que je pense que la chute du mur de Berlin dans ma mémoire, mais je suis plus tout à fait sûr, ça doit être les années 90, je dirais. Non, dans mon enfance, j'ai pas de souvenir d'actualité. À titre personnel, est-ce qu'on peut appeler ça un fait historique? J'aurais tendance à dire le divorce de mes parents, que j'ai mal vécu pendant de nombreuses années. Et je me rappelle encore de l'année, je me rappelle des circonstances, des mois qui ont précédé, avec la mauvaise entente à la maison, avec des vacances vraiment pourries en Espagne. Donc voilà, pour moi, je ne sais pas si ça regroupe un fait historique, mais voilà, pour moi c'est ça. Je prendrais les tours en Amérique qui se sont écroulés en septembre 2001, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était... Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais pas à l'école, ça devait être un samedi ou quelque chose comme ça, parce que j'étais pas à l'école, et donc je l'ai vu en direct à la télé, donc tout est passé, on a vu le deuxième avion, et ça, c'est... Pourtant, c'est pas en Belgique, faut dire, et c'est comme ça que... Ça, c'est vraiment un souvenir qui est resté fort marqué. Ça, je pense que c'est les attentats du World Trade Center, donc du 2001. 11 septembre 2001, c'est vraiment parce que j'étais à la maison ce jour-là, et je me souviens très bien, ma mère était au téléphone avec sa sœur, et à un moment donné, donc ma tante, qui avait la radio allumée en permanence, a dit à ma mère au téléphone, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire. Et on a changé sur la télévision, évidemment, il y avait toutes les informations qui tournaient en boucle là-dessus. Là, l'avion avait atteint la première tour, et en direct, on a assisté au crash du deuxième avion dans la deuxième tour. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que à ce moment-là, les États-Unis étaient une puissance énorme, comme aujourd'hui, mais on ne pensait pas que ça puisse arriver. Et on s'est demandé, le soir même, je me souviens, ma mère a pensé que ça allait être la Troisième Guerre mondiale qui allait démarrer. Et c'est vrai que c'est un événement, d'avoir assisté ça en quasi direct. J'étais pas sur place, mais enfin, j'ai vu ça à la télévision en direct. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Et je pense que c'est vraiment le fait historique le plus marquant de ma jeunesse. Ça dépend si c'est du passé ou du présent. Si c'est du passé, pour moi, c'est la Seconde Guerre mondiale, même si je ne l'ai pas vécu. Je suis très passionné par tout ce qui est Première Guerre mondiale, mais encore plus Deuxième Guerre mondiale. Vraiment avec le développement des nouvelles technologies par rapport aux chars, aux bombes, tout ce qu'on veut. Et pour moi, c'est ça. Après, c'est triste à dire, ici actuellement, ce qui a plus marqué, parce que ici, comme j'ai 21 ans, ce qui m'a vraiment marqué ici dans ma jeune vie de préadulte, pour le dire ainsi, c'est malheureusement le Covid-19 et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui met pas mal des valeurs en mouvement, qui te fâche, ou alors tu essayes de te protéger comme tu peux par rapport à certaines choses qui sont passées dues à la crise Covid. Et tu vois un peu comment le monde tourne, et je trouve ça assez décevant. Comme là, je suis encore une enfant, déjà, il y a aussi un événement qui m'a fort marqué, c'est le Covid. Là, on y est encore, d'ailleurs.